Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture, et comme d'habitude je suis extrêmement à la bourre de mes dernières lectures. Pour tout vous dire, il y a des livres que j'ai lus il y a fort longtemps et dont je ne vous ai pas encore parlé. Je pensais faire mon bilan de l'appel en déroute aujourd'hui et je me suis dit que ce serait quand même bien de vous parler de ces dites lectures avant de les oublier complètement et de ne plus savoir quoi vous raconter dessus. On va faire ça aujourd'hui et le bilan de l'appel en déroute ce sera pour la semaine prochaine. Ça décale pas non plus énormément et ce sera beaucoup plus simple pour moi pour me remémorer tout ça. On est comme d'habitude sur beaucoup de SFFF, mais il y a une romance et de la poésie pour changer aujourd'hui. Pour le coup, je vous ai déjà parlé de certains livres, notamment pour le bilan de la passe miroir et des choses comme ça, mais il était temps que j'y revienne un petit peu plus précisément. Comme d'habitude, j'ai 5 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par une lecture de début août qui date donc de quasiment un mois, un tout petit peu plus au moment où je vous filme cette vidéo. Encore une fois, il est grand temps que je vous en parle avant de l'oublier, d'autant que c'était une lecture très chouette. J'ai lu avec grand plaisir People We Meet on Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville, qui est sorti là tout récemment en traduction, qu'il me tardait de découvrir. J'ai lu Comme un roman d'été de la même autrice l'année dernière que j'ai absolument adoré, qui était un très chouette coup de cœur, et j'étais très impatiente de découvrir sa nouvelle parution en français. Et globalement je pense que je vais me pencher sur tout ce qu'elle a écrit d'autre et qui n'est pas encore traduit, puisque ça prend un petit peu de temps quand même les traductions pour Emily Henry. En tout cas pour Ali Hazelwood typiquement ils ont l'air un tout petit peu plus efficaces, mais pour cette autrice, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours un petit peu plus long. Bref, dans People We Meet on Vacation, globalement, on va suivre le personnage de Poppy, qui est une espèce d'influenceuse vacances. Elle travaille pour un magazine de vacances, de destination un petit peu touristique. Et du coup, ça fait quelques années qu'elle part en vacances, tout frais payé grâce à son travail, et qu'elle part depuis très longtemps, encore plus longtemps que ça, avec son ami Alex, qu'elle avait rencontré à la fac et avec qui il était devenu ami, même si globalement ils n'avaient pas énormément de choses en commun. Ça avait plutôt bien matché et ils ont continué à avoir cette relation et à partir en vacances ensemble et à hyper bien s'entendre. Sauf que on les retrouve au début de l'histoire où ça a l'air d'être un petit peu tendu. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais manifestement les dernières vacances ne se sont pas aussi bien déroulées que les précédentes et ils sont en froid depuis. Et là, Poppy a une opportunité et se dit que c'est le moment de renouer un petit peu les liens, de se rabibocher et de repartir en vacances tous les deux pour ce faire. Donc c'est ce qu'elle va essayer d'organiser et ça va être ce qu'on va suivre dans le livre en alternance, donc ces nouvelles vacances où elle essaye de faire au mieux possible pour que cette amitié à laquelle elle tient énormément perdure, et en alternance donc des chapitres des étés passés et de tout ce qui s'est déroulé depuis le début de leur amitié, comment ils en sont arrivés là et ce qui s'est passé ce fameux été pour qu'ils ne s'entendent plus aussi bien qu'avant. C'est une lecture que j'ai fait en pseudo lecture commune avec A Book and a Cup sur YouTube, sur Instagram, etc., que je vous remettrai en barre d'infos. Elle voulait le lire, elle l'avait mis dans une de ses piles à lire et j'étais très impatiente de le sortir, donc ça m'a vraiment motivée. Et en fait je l'ai boulotté en, je pense, 2 jours à tout casser, alors qu'elle l'a lu sur un petit peu plus longtemps, donc c'était bof une lecture commune, mais néanmoins ça m'a donné l'impulsion de le sortir très rapidement de ma pile à lire et encore une fois je l'ai littéralement bouffé et c'était très agréable de le marathonner comme ça. J'ai passé un très chouette moment dans ma lecture, même si le trope de Friend to Lovers c'est pas forcément mon trope préféré. Alors là on était plus ou moins sur du Friend to Enemies to Lovers, même si le Enemies était très relatif, ils s'entendaient quand même relativement bien. C'est juste qu'ils n'étaient plus aussi amis qu'auparavant. Mais voilà, c'est pas mon trope préféré d'une manière générale en romance, tout simplement parce que quand les personnages se connaissent déjà, je trouve que la tension est un petit peu plus difficile à entretenir et il manque la rencontre, il manque les petites étincelles du début, ce genre de choses. Et d'autre part, souvent dans les Friend to Lovers, et c'est une des choses qui m'a un petit peu gênée dans cette lecture, c'est que une grosse partie de l'intrigue va reposer sur des problèmes de communication, ce qui était le cas dans celui-ci, tout simplement parce que pour qu'une relation évolue de friend à lovers, il faut qu'à un moment donné, ils se disent les choses et ce n'est pas toujours le cas et parfois c'est un petit peu long et
voilà, ça a été un petit peu le cas ici pour moi. Cela étant dit, encore une fois, ça n'a pas du tout dérangé mon rythme de lecture parce que ça se lit tout seul, ça se lit très bien. J'aime beaucoup le style d'Emily Henry, j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ses personnages, comment elle construit tout ça. Et là, l'alternance passé-présent fonctionnait très bien en la matière parce qu'on avait envie de savoir ce qui se passait dans les deux. Il y avait peut-être un tout petit peu de longueur à certains moments, mais pas suffisamment pour que ce soit extrêmement gênant. Et globalement, j'avais envie de continuer dans les deux parties. Et encore une fois, je l'ai lu extrêmement vite. J'ai trouvé les personnages plutôt attachants, j'ai bien aimé leur relation, comment elles se construisaient. Encore une fois, c'est pas ce que je préfère, mais c'était très efficace. Il y avait en plus, notamment tout au début, des échanges de textos assez mignons et des rapports un petit peu épistolaires comme ça que j'ai beaucoup aimé. On avait vraiment cette sensation de papillon dans le ventre que, encore une fois, Emily Henry sait très bien retranscrire. Ça avait été déjà le cas pour moi pour Comme un roman d'été. Je trouve qu'elle maîtrise très très bien ce petit flirt et ces petits papillons dans le ventre. Ça fonctionne très bien. Et globalement, elle maîtrise également très bien la tension qui se construit petit à petit, même si, encore une fois, pour ce genre de trope, je trouve que ce n'est pas forcément le plus facile. Le point de rupture de cette tension et de la romance d'une manière générale était assez logique, préparé depuis le début et, comme je le disais, très dépendant de problèmes de communication, ce qui m'a encore une fois un petit peu dérangé. Mais cela étant dit, j'ai passé un très chouette moment de lecture. Il y avait de beaux messages, il y avait de belles relations, des personnages très chouettes. Il y a notamment toute la question du fait d'être heureux et de ne pas avoir à rendre les gens heureux, juste qu'ils soient heureux de notre présence, mais pas de faire des choses consciemment pour qu'ils soient heureux. Et j'ai trouvé que c'était plutôt un message très chouette. Donc globalement, c'était une très bonne lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui, encore une fois, s'est lu extrêmement vite et m'a fait passer un très chouette moment. Cela étant dit, un mois après ma lecture, j'ai un petit peu moins de souvenirs de celui-ci que du précédent de l'autrice, Comme un roman d'été, que pour le coup vraiment j'ai absolument adoré, qui est dans un trope que j'apprécie davantage, le Enemies to Lovers pour le coup. Donc voilà, je pense que c'est vraiment juste le scénario qui n'a pas ma préférence, mais ça n'enlève en rien aux qualités de l'autrice. Et si vous cherchez une romance mignonne et que vous appréciez ce type de trope, je pense que ça peut clairement vous plaire. Je lirai encore une fois avec plaisir les autres romans de l'autrice et je pense que je vais me pencher, comme je le disais, sur ces parutions qui ne sont pas encore traduites parce que je suis très curieuse. Je sais que Book Lovers globalement est très chouette, en tout cas il m'a été chaudement recommandé par Juliette, donc je vais probablement me pencher dessus en priorité. Et d'une manière générale, je vous recommande extrêmement chaudement les romances de Emily Henry. Ensuite, une autre lecture commune qui l'était beaucoup plus pour le coup et qu'on a encore une fois découvert avec énormément de plaisir. Avec Lucie, on s'est lu le 3e projet secret de Brandon Sanderson, Yumi et le peintre de cauchemar, publié aux éditions du Livre de Poche et illustré par Alia Chen, qui est, comme les autres projets secrets de l'auteur, absolument magnifique. Les illustrations sont à tomber par terre. Les couvertures sont très chouettes. Cette illustration est incroyable et vraiment tout le récit en est ponctué et les couleurs et les dessins sont très jolis encore une fois et ça accompagne très bien la lecture, ça ne leur rend que plus agréable. C'est le 2e projet secret qui s'inscrit dans le Cosmere comme Tresse de la mer émeraude, à contrario du manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale qui pour le coup était complètement indépendant. Mais dans celui-ci, au contraire de Tresse, on va être un petit peu plus dans le côté science-fiction et beaucoup plus dans la culture asiatique ou en tout cas d'inspiration asiatique avec des choses qui ne sont pas sans rappeler les jeux vidéo, les mangas, etc. Globalement, on va suivre 2 personnages, Yumi et le peintre de cauchemar, comme c'est dit dans le titre, qui initialement évoluent dans 2 mondes très différents qui n'ont pas l'air d'avoir d'interaction du tout. Et Yumi est une prêtresse qui est extrêmement dévouée à son sacerdoce, qui en gros n'a pas de vie outre de servir les esprits et pour ce faire elle construit des espèces de cairns. Elle est extrêmement douée en la matière et le but de sa vie c'est d'invoquer le plus d'esprits possible pour qu'il puisse servir son peuple, puisque esprit égale technologie dans ce monde et c'est eux qui permettent à tout le monde de vivre au mieux globalement. Et de l'autre côté, dans un monde très différent, on a le peintre de cauchemar qui vit dans une ville beaucoup plus moderne que Yumi, qui est dans une espèce de Moyen-Âge, si on veut, qui, pour le coup, lui, a de la technologie, a de l'énergie sous une forme un petit peu particulière, de lignes bleues et roses qui s'entremêlent dans la ville, qui d'ailleurs sinon n'a absolument aucune lumière. Et ce dernier donc est un peintre de cauchemars, c'est-à-dire qu'il chasse les cauchemars et qu'il les dessine pour les rendre moins menaçants, les faire disparaître, les cauchemars étant des espèces d'entités menaçantes qui peuvent se nourrir des gens, et plus ils vont se nourrir des gens,
plus ils vont devenir matériels et dangereux, et ça peut aller très très loin jusqu'à décimer une ville. C'est d'ailleurs déjà arrivé, raison pour laquelle il n'est pas très chaud de prendre le risque que ça se reproduise, lui et tous les autres peintres des cauchemars, bien évidemment. Donc voilà, c'est deux vies qui n'ont absolument rien à voir, deux mondes qui n'ont absolument rien à voir, deux destins qui n'avaient pas forcément vocation à se croiser, jusqu'à ce que Yumi entre en contact avec un esprit un jour pas comme les autres d'une invocation, et que ils se retrouvent à devoir partager le même corps en alternance, c'est-à-dire qu'ils vont chacun se retrouver dans le monde et dans la vie de l'autre, un jour chez l'un, un jour chez l'autre, et ce sans trop savoir pourquoi initialement et sans trop savoir comment s'en sortir. Et ça va être toute la question de ce livre, comment ils en sont arrivés là et qu'est-ce que les esprits leur veulent finalement, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça s'arrange. Et c'était très chouette. Déjà, l'univers est absolument incroyable, extrêmement foisonnant, mais j'ai envie de vous dire, comme c'est le cas pour tous les romans de Brandon Sanderson que j'ai lus pour l'instant, il y a vraiment énormément de choses qui se passent, de choses qui s'entremêlent. C'est extrêmement bien construit, ça pose énormément de questions, que ce soit du côté de Yumi avec cette prêtresse, ce sacerdoce, cette question du devoir, de la tradition, d'une personne qui est élevée pour faire une certaine chose et qui n'a aucun loisir en dehors de cette tâche et de ses obligations et de ce que ça implique pour elle et de ce que ça implique dans sa vie, dans ses relations, etc. La question voilà, de la tradition face à la modernité, face à la liberté, face aux thématiques sociales, que ce soit la retraite, que ce soit les congés, les luttes sociales d'une manière générale, et de l'autre côté le peintre des cauchemars qui va avoir des thématiques un petit peu plus modernes mais pas si différentes que ça finalement, avec également des questions un petit peu sociales, des questions aussi de vision de soi par soi-même et par les autres, la question du mensonge, la question du courage, de la loyauté, de toutes ces choses-là, et dans les relations avec autrui également. Il y a dans les deux cas des petites réflexions sur le sexisme et la société d'une manière générale qui n'étaient pas inintéressantes du tout. On va parler de maltraitance, de conditionnement, de poids des attentes d'autrui, que ce soit pour Yumi ou pour le peintre, et de ce que ça implique pour les personnes qui sont sujets à ces attentes et pour leur vie d'une manière générale. Enfin vraiment il y a plein de thématiques hyper intéressantes, très bien abordées, très bien traitées et portées par des personnages qui sont passionnants à suivre, qui sont très entiers, qui ont des failles, qui ont encore une fois des façons de fonctionner différentes, qui sont pas tout blancs, qui sont pas forcément extrêmement attachants de prime abord, mais qu'on apprend à apprécier au fur et à mesure qu'on les connaît et qu'on les voit dans leur entièreté, et ça fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, on voit leurs relations évoluer, on voit les choses qui se tissent progressivement, et c'était vraiment très chouette. Il y a également tout un travail sur la langue, puisque c'est un petit peu expliqué au début du bouquin, mais globalement les langues de ces deux mondes sont assez proches, mais ont des variations en basse langue et haute langue, notamment en fonction de la personne à laquelle on s'adresse, de ce qu'on raconte, etc. Et donc ça va être un jeu dans le récit à plusieurs moments, et cette espèce de traduction parfois intraduisible qui est quand même rendue et qui, encore une fois, était très intéressante. De la même façon que dans Tress, on va retrouver un narrateur externe qui est beaucoup moins présent et pas du tout de la même façon, mais qui est le même que dans Tress, si jamais, avec quand même cette petite touche d'humour qu'il apporte, mais qui est beaucoup plus subtile et beaucoup moins présente que dans Tress, encore une fois. Voilà, si ça vous avait posé problème, je sais que c'est le cas pour certains, certaines, peut-être que celui-ci vous conviendra mieux. On n'est pas du tout non plus dans le même ton que dans Tress, où c'était plutôt une aventure, etc. Là, c'est beaucoup plus contemplatif, c'est assez lent par certains côtés, mais pas tant que ça finalement, et les chapitres s'enchaînent très bien, et on a envie de savoir. Il y a un côté vraiment très mystérieux de ces deux personnes qui n'ont rien en commun et qui se retrouvent pourtant dans une situation où leur destin se mêle, et le fait de comprendre le pourquoi du comment et tout ce qui se passe, c'est vraiment très intriguant et très addictif, et ça fonctionne très bien. Donc finalement, encore une fois, les pages se tournent toutes seules, et j'ai envie de vous dire, c'est du Brandon Sanderson, ça se lit très bien. La traduction est comme d'habitude de qualité, et avec Lucie on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. On l'a lu assez lentement, mais parce qu'on était un petit peu fatigué et que c'était pas toujours le bon moment, mais ça restait très agréable quand on était dedans et on avait vraiment envie de savoir. En plus, il y avait vraiment
plein de twists et de révélations et de choses assez cool et qui arrivent sur la fin et qui sont très surprenantes, très bien faites, très bien amenées et qui sont vraiment très différentes de tout ce que j'ai pu lire. Je pense que j'ai jamais vu de twist de ce niveau-là, enfin sur ces questions-là. Et ça marchait très bien. Et globalement, ça a été, vous l'aurez compris, une très chouette lecture. J'ai versé ma petite larme à la fin. J'ai trouvé encore une fois la relation très chouette. C'est pas la meilleure que j'ai pu lire dans le genre, mais elle fonctionne très bien et elle était très satisfaisante à lire et ça m'a bien porté sur tout le livre. Donc c'était quand même une réussite en soi et le livre dans son ensemble était une réussite d'une manière générale. J'ai vraiment passé un très chouette moment. J'ai adoré l'univers et son originalité et sa construction et tout ce qui en découle. Je pense quand même toujours préférer Tress, mais parce que j'ai une petite appétence pour ce genre d'histoire et cette espèce de conte un peu loufoque et la façon dont c'était fait, mais celui-là est vraiment juste derrière parce que, encore une fois, c'était original, c'était intéressant, c'était intelligent, ça parlait de choses de notre quotidien finalement, même si c'était très loin de nous en termes d'univers et de contexte, ça reste, voilà, comme je vous le dis, tout ce qui est lutte sociale, etc., des thématiques extrêmement contemporaines. Et du coup, le mélange fonctionnait extrêmement bien et encore une fois été porté par des personnages que j'ai beaucoup aimé suivre. C'était, comme pour les autres projets secrets, d'excellentes découvertes. Vraiment, c'est l'occasion pour l'auteur de se réinventer un petit peu et de tenter des choses nouvelles et ça fonctionne extrêmement bien et c'est très agréable de le suivre dans ces petites expérimentations sans trop savoir à chaque fois à quelle sauce on va être mangé et ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est un sans faute. Avec Lucie, on a toutes les deux beaucoup apprécié nos 3 lectures du coup maintenant. Il n'en reste qu'un puisque normalement, il y a 4 projets secrets et le 4e ne devrait pas trop tarder à sortir. J'ai très hâte de le découvrir. On vous en reparle de toute façon assez vite avec Lucie parce que on va le lire probablement dans la foulée de la sortie et je vous en donnerai des nouvelles à ce moment-là. Ensuite, un tout petit livre audio que j'ai lu en plus puisqu'il était disponible gratuitement avec l'abonnement Audible, c'est Les Oubliés d'Astrelune de Laure Dargelos, qui était initialement auto-édité si je ne dis pas de bêtises et qui là a été republié notamment grâce au succès de Prosper une virgule point et La phrase sans fin et plus récemment de La voleuse de toit de l'autrice qui m'intrigue beaucoup. J'ai déjà lu Prosper une virgule point que j'avais beaucoup apprécié et pour La voleuse de toit, Lucie l'a lu il y a pas très longtemps et l'a beaucoup aimé donc il m'intrigue pas mal, mais celui-ci m'intriguait également, il me semble que c'était son premier roman pour le coup, et j'étais assez curieuse de le découvrir et de voir ce que ça pouvait donner, même si j'avais déjà lu son roman suivant. C'est très particulier, c'est un roman qui est assez court, hein. L'audio doit faire une dizaine d'heures, quelque chose comme ça, et globalement c'est un livre jeunesse, un livre de fantasy, avec un univers très loufoque, mais qui fonctionne plutôt bien avec des tapis volants, des gens qui se baladent en pyjama, plein de choses un peu bizarres, inexplicables, plein de jeux de mots, un petit peu comme ce qu'elle avait pu faire pour Prospérer une virgule point, mais un petit peu moins poussé et un petit peu plus dans tous les sens. Et on va suivre plein de points de vue en alternance qui n'ont pas forcément grand chose à voir initialement et dont on comprend pas forcément l'intérêt de chacun par rapport aux autres pendant, encore une fois, un assez long moment. Il y a vraiment toute une période où je savais pas trop où ça allait, où c'était très agréable à écouter. Le livre audio est globalement bien narré et sympa à suivre, mais je savais pas trop où ça allait, où ça m'emmenait. On suivait une personne qui était plutôt a priori contemporaine à nous, donc une jeune fille qui allait passer les vacances dans le manoir de ses grandes tantes, et puis d'autres personnages dans un univers qui avait l'air beaucoup plus fantasy et loufoque comme je le disais, et un petit peu entre deux des personnages qui avaient l'air d'être dans une époque un petit peu plus ancienne, en tout cas 1 ou 2 siècles avant la nôtre, et qui semblaient avoir une influence sur le présent, mais par des biais qui n'étaient pas forcément hyper clairs. Donc tout ça se mêle un petit peu au début et on alterne ça sans trop savoir pourquoi, et puis ça se met progressivement en place et on commence à repérer des noms qui reviennent et qui font les liens entre tous ces points de vue. Et c'est assez intéressant la façon dont c'est fait. C'est pas toujours extrêmement subtil, mais ça fonctionne plutôt très bien et c'était vraiment très sympa à suivre et à faire le petit cheminement de tout ça. D'autant que on va vite comprendre que le gros sujet, c'est effectivement les oubliés d'Astrelune, c'est-à-dire des gens qui, dans ce monde fantasy d'Astrelune, disparaissent et sont comme rayés de la carte, comme rayés de l'existence, complètement oubliés des autres, et sans qu'on sache trop pourquoi, et ça va être le cas d'un des personnages qu'on suit le plus, qui va voir sa sœur disparaître, être complètement rayée d'Astrelune, et qui ne comprend pas pourquoi ça s'est passé comme ça, où est passée sa sœur, etc. et qui va mener l'enquête avec plein d'autres personnages qui vont la rejoindre et qui va
essayer de détricoter un petit peu tout ça et arriver au fin mot de l'histoire. Et c'est là où ça va se mêler aussi avec les autres points de vue. Et c'était plutôt pas mal fichu, c'était très agréable à suivre comme enquête. Encore une fois, il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu cousues de fil blanc et qui finalement étaient compréhensibles assez vite, mais ça restait très satisfaisant à suivre et à voir comment ça évoluait. Les personnages étaient plutôt attachants, pas inoubliables, mais ils fonctionnaient plutôt bien et ils fonctionnaient plutôt bien ensemble avec leur relation, tout comme l'univers qui était, comme je le disais, extrêmement loufoque et étrange, mais cohérent finalement d'une certaine façon. Et même si voilà, les arcs narratifs et les personnages étaient assez nombreux, on s'y retrouve très bien et ça pose pas du tout de soucis pour suivre tout ça. La fin était peut-être un petit peu cliché et un petit peu facile comparé à tout ce qui avait été développé précédemment, à mon sens. Cela étant dit, c'est efficace et les idées étaient vraiment plutôt originales, même s'il y a certaines choses que j'ai vu venir, il y en a d'autres qui m'ont plutôt surprise et en bien. Et encore une fois, j'ai passé une très chouette écoute. C'était un très bon moment et je ne regrette pas du tout de m'être penchée sur ce livre audio. Je découvrirai avec grand plaisir le nouveau roman de l'autrice, donc La voleuse de toit, qui m'intrigue beaucoup encore une fois depuis que Lucie en a fort bien parlé. Et je pense que je continuerai de toute façon à suivre Laure d'Argelos parce que entre Prospère et Virgule Point, qui était vraiment très très chouette, très original, plein de bonnes idées et de petits twists très sympas, et celui-ci qui, malgré le fait que c'est un premier roman et qui a peut-être un petit peu de maladresse, quelques facilités, fonctionne plutôt très bien et est très agréable à l'écoute. Ça promet de belles choses par la suite à mon avis. Ensuite, un livre qui sort complètement de ce que je vous présente habituellement sur cette chaîne puisqu'on va parler poésie, et j'ai été encore une fois largement influencée par Lucie, mais on s'est un petit peu influencé en cercle puisque c'est à la suite d'un défi lecture que je lui avais lancé, c'est-à-dire de lire de la poésie, que je me retrouve à lire de la poésie parce qu'elle m'a donné très envie. J'ai donc enfin pris le temps de découvrir Milk and Honey de Rupi Kaur aux éditions Andrew Macmill Publishing ici, mais qui a depuis un certain temps maintenant que ce livre est paru, était traduit en français. Les autres recueils de l'autrice le sont également pour la plupart. Et globalement, donc, vous l'aurez compris, c'est un recueil de poèmes. C'est un recueil de poèmes en vers libre qui est donc en anglais, qui est illustré par les dessins de l'autrice qui sont très chouettes et qui va traiter de ce que c'est d'être une femme. Il y a en gros 4 grandes parties. Alors, ma traduction va être très bif-bof, mais si vous voulez la voir en français, je pense que vous le trouvez dans la traduction du livre. En gros, la blessure, l'amour, la rupture et la guérison. Et c'était vraiment une très chouette lecture. Alors, tous les poèmes ne m'ont pas parlé de la même façon, mais il y a vraiment certains qui m'ont énormément parlé, énormément inspiré de choses et qui ont énormément résonné d'une manière générale. Et c'est ce que disait Lucie dans son vlog globalement, c'est que c'est un recueil qui, je pense, peut parler de façon très différente à énormément de monde, et pas pour les mêmes raisons et pas pour les mêmes poèmes. Et c'est ça qui est assez fou et c'est ça qui fonctionne extrêmement bien, je trouve. Il y a des mots qui sont très évocateurs et qui, encore une fois, seront pas évocateurs de la même chose pour toutes et tous, mais qui néanmoins disent des choses et font sortir des choses. Et c'était une lecture absolument passionnante, dure à certains niveaux encore une fois, et c'est plein de trigger warning, donc voilà, si jamais il y a des choses en termes de sexualité, de violence, de choses comme ça qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font du mal, faites attention à vous, n'y allez pas si vous ne le sentez pas, etc. comme d'habitude. Mais c'est une lecture qui était très intéressante, très chouette à faire et qui m'a vraiment énormément plu et fait encore une fois penser à plein de choses. Donc c'était une expérience très particulière mais très impactante en soi, et je suis très curieuse de découvrir les autres recueils de l'autrice qui parlent parfois des mêmes thèmes, parfois pas du tout, et qui m'intriguent énormément parce que je me dis que ça peut vraiment, pareil, me faire penser, me faire réfléchir à d'autres choses comme ça a été le cas ici. Et c'est un peu pour moi le but de la poésie et de ce genre de médias globalement, et là quand ça fonctionne aussi bien que celui-là, c'est vraiment très chouette. Si vous voulez un petit peu les grandes thématiques de ce recueil en particulier pour vous faire une idée, puis pour voir aussi si c'est des thématiques qui peuvent parfois vous heurter, on va parler de consentement, on va parler de corps, de sa relation avec son corps, notamment de relations parents-enfants et
des dérives qu'elles peuvent malheureusement avoir également, que ce soit avec le père ou avec la mère. On va parler d'éducation, on va parler de sexisme dans l'éducation et en dehors. On va parler d'alcoolisme qui est aussi, je pense, un trigger warning assez important. On va parler de l'enfance, on va parler de l'amour, on va parler de rupture, on va parler de relations d'une manière générale. Et c'est vraiment un récit dans les différents poèmes qui s'esquisse et qui est très touchant et qui ramène énormément de choses, je trouve. C'est assez empouvoirant, c'est un mot que j'utilise et qui est une espèce d'anglicisme très moche, mais que je sais pas du tout comment traduire autrement, mais c'est vraiment ce côté pouvoir des femmes, sororité, courage aussi d'une certaine façon, enfin toutes ces choses-là qui se recouvrent un petit peu, je trouve, dans ce recueil. Ça parle d'amour de soi, ça parle de se faire du bien aussi et de prendre soin de soi notamment, et c'est dans ces sens-là assez méditatif d'une certaine façon, et comme je le disais, ça fait réfléchir sur pas mal de choses et ça met pas mal de choses en perspective, ce qui est vraiment, je trouve, absolument passionnant dans ce genre de recueil. Donc voilà, c'était vraiment une lecture très différente, encore une fois, de ce que je lis en général, mais absolument passionnante. Je découvrirai, comme je le disais, qu'a écrit l'autrice d'autres, encore en VO je pense, parce que c'est assez accessible et que j'ai beaucoup apprécié la découvrir en langue originale. Et comme c'est de la poésie, je trouve que c'était plutôt sympa de voir vraiment l'anglais comme elle l'avait pensé, et ça fonctionne plutôt très bien, donc je continuerai avec plaisir. Il y a notamment Homebody qui me tente beaucoup, donc je pense que c'est celui-ci vers lequel je me tournerai ensuite. Mais c'était une très chouette découverte. Je remercie encore Lucie pour m'avoir motivée à enfin me le procurer, parce que ça fait un moment que j'hésite à me pencher sur la question, mais j'étais un petit peu réticente parce qu'il me faisait un peu peur, je pense, sur tout le côté thématique assez dur à aborder et ce côté poésique, je savais pas si j'allais accrocher ou pas. Finalement ça a très bien fonctionné, et encore une fois c'est des thématiques que je trouve importantes et bien traité et qui amène à des réflexions intéressantes. Donc c'est un peu tout ce que je lui demandais. Et si comme moi vous hésitez depuis très longtemps à découvrir cette autrice, je ne peux que vous la recommander. Et on va passer au dernier livre de cette vidéo qui, contrairement aux autres qui sont quand même relativement estivaux, est un petit peu plus spooky et tend gentiment vers une ambiance plus automnale. C'est bien, ça fera une petite transition avec mes premières lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge notamment. Et c'est donc Les Aveuglés, le Palais des Murmures de Loïc Noté aux éditions Michel Lafon, qui m'avait été offert très gentiment par Natcha, qui m'avait envoyé un petit swap cet été. C'était absolument adorable. Merci encore Natcha si tu passes par là pour l'attention qui est juste géniale. Merci beaucoup. Et c'est donc le premier roman de Loïc Noté que je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais je ne connaissais qu'en tant que chanteur, musicien, danseur, etc. qui donc là s'essaie à la fantaisie jeunesse. Et pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, j'avais parcouru le résumé en diagonale. Ça avait l'air assez intéressant parce qu'on parlait d'apparence, de vision de soi chez des adolescents, et a priori, le monde fantastique reposait plutôt là-dessus et sur ces questions-là. Et ça avait l'air assez intriguant. Et en fait, pour une grosse partie du récit, on est plutôt dans notre monde, finalement, dans un monde contemporain, où on suit effectivement un groupe de 3 adolescents qui sont assez âgés, qui sont plutôt des lycéens. Donc pareil, pour un récit jeunesse, c'était pas tout à fait non plus ce à quoi je m'attendais en termes de tranche d'âge, et qui globalement vont se réunir à l'occasion de la disparition de la sœur du personnage principal, donc Théo. Ces 2 amis vont venir le voir le jour de l'enterrement parce que sa sœur n'a pas été retrouvée et qu'à un moment donné elle est déclarée morte, sauf que Théo n'y croit pas du tout et refuse d'aller à l'enterrement. Ils vont se balader et finir par des circonstances que je ne vous détaillerai pas parce que pour le coup je trouve que c'est un petit peu spoilant, par passer dans une autre dimension et dans ce fameux monde de fantasy que j'attendais depuis un moment, parce que cette première partie assez introductive prend pas mal le temps de s'installer. C'est un livre qui est pas très long, qui fait 250 pages, et je pense que la partie contemporaine, la partie dans notre monde, tient bien sur une bonne centaine de pages, donc ça prend vraiment le temps, et c'était peut-être même un petit peu trop long à mon sens, surtout pour un récit jeunesse où normalement ça va assez vite dans l'action. Là ça traînait un petit peu en longueur, et pas forcément au bénéfice des personnages qui n'étaient pas beaucoup plus caractérisés et qui restaient assez clichés dans leur archétype de personnage jeunesse classique finalement du genre. Donc voilà, ça traînait un peu en longueur, et pas forcément pour les bonnes raisons à mon sens en tout cas, et en tout cas pas pour des résultats particulièrement satisfaisants. L'écriture est
sympathique, pas transcendante en soi, mais relativement efficace. Il y a un petit peu de cliché dans certaines phrases, mais après pour le reste ça m'a pas dérangé particulièrement, ça m'a pas transcendé non plus, mais ça se lisait et c'était assez efficace. Comme je le disais, les personnages sont également classiques dans le genre, assez clichés. On a un petit peu l'archétype du geek, l'archétype de la fille populaire qui cache un petit peu plus de profondeur qu'il n'en paraît, et puis le personnage de Théo qui est plutôt l'outsider et qui ne sait pas trop où se placer. C'était pareil, assez classique en termes de répartition des rôles dans le récit. Et après, la partie un petit peu plus fantastique puis fantasy est un petit peu plus intéressante. Il y a notamment une ambiance très très chouette en mode vieux parc d'attractions un petit peu spooky qui fonctionne plutôt très bien, et l'univers de fantasy est pas inintéressant en soi. Il y avait vraiment de bonnes idées, notamment avec ce jeu sur l'apparence, sur les miroirs, l'espèce d'antagoniste qui joue de ces choses-là, etc. Sauf que ça manquait cruellement de développement, probablement encore une fois du fait que la première partie est très très longue à démarrer, et du coup il y a plein de trucs qui sont rushés sur la fin, et de péripéties qui s'enchaînent, et d'espèces de quêtes pour globalement rassembler des choses, pour que le reste avance, pour qu'ils puissent rentrer chez eux, etc. Typiquement, qui vraiment sont enchaîner beaucoup plus rapidement que ne l'étaient les 100 premières pages un petit peu longues. Du coup il y a ce déséquilibre qui persiste et qui n'est pas forcément à l'avantage de l'histoire, parce que c'est finalement cet univers et toutes ces implications que j'aurais aimé davantage développer. Donc à mon sens ça manquait un petit peu à ce niveau-là aussi, et ça n'en rend l'ensemble que plus attendu et plus cliché, parce que ça manque de développement globalement, même si encore une fois il y a des thématiques intéressantes qui sont abordées, et notamment dans un récit jeunesse on parle un petit peu de dysmorphophobie, on parle de santé mentale, on parle d'apparence, on parle un petit peu de troubles du comportement alimentaire, enfin plein de choses comme ça qui sont vraiment très très chouettes à aborder dans un récit jeunesse, et par ce biais-là je pense peuvent très bien passer, mais à mon sens manquer un petit peu de développement et de profondeur et de matière en fait, tout simplement, pour que ça soit vraiment aussi impactant que souhaité probablement. Pareil, on va aborder des peurs enfantines qui pourraient être extrêmement spooky, extrêmement effrayantes, surtout pour un public jeunesse, mais qui encore une fois à mon sens manquaient de consistance et du coup n'étaient pas du tout efficaces, même si je ne suis bien évidemment pas du tout le public cible pour ce type de récit jeunesse et pour ce type de peur encore plus. Je trouvais que ça manquait quand même un petit peu, et je sais pas du tout si c'est aussi efficace que ça du coup sur le public visé. Et voilà, dans l'ensemble je reproche un petit peu les gros sabots et les gros fils de l'histoire et le manque de profondeur et d'aboutissement globalement. C'est pas parce que c'est un récit jeunesse que ça peut pas être un petit peu plus développé, un petit peu plus abouti, et c'est vraiment ce qui manque, parce que le concept est assez cool, les idées étaient assez intéressantes, mais comme ça manque d'assises, comme ça manque de matière, tout est un petit peu inexistant, les personnages sont très lisses, le méchant est absolument inexistant, alors qu'il aurait pu être intéressant s'il avait été un petit peu plus développé. Pareil pour l'univers, pareil pour les enjeux, c'est vraiment très très rapide, c'est vraiment trop rapide, et du coup ça manque pas mal. C'est dommage, encore une fois les idées sont bonnes, mais c'est la réalisation qui à mon sens pêche pas mal. Je suis contente de l'avoir lu parce que j'étais très curieuse. Je remercie encore Natcha de me l'avoir offert. Mais ouais, c'est assez mitigé. C'est pas le pire roman jeunesse que j'ai jamais lu, mais c'est pas tout à fait assez abouti à mon sens. Et en tout cas, ça aurait pu être bien mieux au vu des promesses initiales et des bonnes idées qui auraient pu être un petit peu plus développées. Et voilà, c'en est tout pour ces dernières lectures. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres livres des auteuristes dont j'ai parlé, si vous avez fait de belles découvertes récemment. Je suis toujours très preneuse de vos recommandations, que ce soit en SFFF, en contemporain, en romance, parce que j'en relis un petit peu en ce moment, c'est le mood. En poésie moderne également, puisque manifestement ça fonctionne plutôt pas mal avec moi. Je suis toujours très curieuse de vos recommandations encore une fois, donc n'hésitez pas. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci énormément pour l'accueil que vous avez réservé à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui défie toute proportion, qui fonctionne vraiment extrêmement bien en ce moment. C'est très agréable d'échanger avec vous autour de cette pile à lire et de ce mood automnal. Ça me fait extrêmement plaisir qu'elle vous plaise autant. Donc merci beaucoup, merci à tous les nouveaux arrivants qui se sont abonnés probablement dans les suites de cette vidéo, j'imagine. Ça me fait très plaisir que ça vous plaise. Je vous remercie aussi comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.